2023 a été une année très faste pour l'intelligence artificielle, trop faste. Et en janvier, l'intelligence artificielle se réveille avec une gueule de bois. Des millions de nouveaux utilisateurs et aussi des milliers de jobs impactés par l'intelligence artificielle, pour le meilleur et pour le pire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Interview croisée. Nous sommes début janvier et nous allons parler d'intelligence artificielle. Pour parler de tout ça, je reçois Fanny Parise, qui est anthropologue, enseignante, chercheuse et qui vient d'écrire un livre sur l'intelligence artificielle dont on va parler aujourd'hui. Et à ma droite, je reçois Valentin qui bosse pour le studio Control-S, qui travaille et qui œuvre pour un numérique plus responsable. Fanny, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette année 2023 ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'intelligence artificielle ? Alors, avant de parler d'intelligence artificielle, il y a déjà un constat sur 2023, c'est la tension entre la quasi-unanimité du fait qu'on est dans un monde, une société qui craque, mais par contre, rien ne change. Et peut-être que l'exemple le plus représentatif, ça va être celui de la démocratisation de l'IA générative, avec notamment ChatGPT et consorts, qui nous amène un petit peu à un retour en arrière. Par exemple, au niveau des organisations, on est sur une nouvelle valorisation du culte de la performance. Le culte de la performance, c'est quoi ? C'est une injonction à la performance où on va essayer de se dépasser, d'aller plus vite, d'être le meilleur pour pouvoir jouer dans la hiérarchie sociale et s'élever socialement ou conserver ses privilèges. Donc, même si on a plein de choses qui sont positives, ça questionne d'un point de vue anthropologique. Si on prend un peu de distance, on se dit qu'on va avoir un nouveau rapport à la technologie qui va questionner un des imaginaires dominants qui est techno-orienté, qui est celui d'une révolution culturelle via le numérique qui va amener une nouvelle forme d'humanisme où on est sur une version, comme je disais, améliorée de nous-mêmes et presque des solutions qui vont amener à dépasser toutes les problématiques liées au plancher social et aux limites planétaires. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de se dire comment on pense dès à présent des expériences pour pouvoir dépasser une vision presque magique de solutions qui, au final, nous amène à une certaine forme de course en avant. Alors hyper intéressant, évidemment, on voit que c'est une révolution, qu'il faut en être, mais s'il n'y a pas de régulation, on va perdre une partie des utilisateurs ou des non-utilisateurs aujourd'hui qui ne sont pas encore embarqués, et puis il y aura des impacts néfastes sur les individus, mais aussi sur la planète. Donc, du coup, sur ces limites-là, je me tourne vers Valentin. Est-ce qu'il faut plus réguler l'IA ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites en 2023 ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, gros événement quand même sur l'IA en 2023, qui est la première régulation mondiale sur le sujet. Donc le Parlement européen et les différents pays de l'UE qui ont du coup voté historiquement l'IA Act du coup en décembre 2023, début décembre 2023. Et donc qui est cette première régulation qui fixe des premières règles, donc plus ou moins strictes selon les cas d'usage et les différents risques systémiques que tu as présentés, Fanny. Donc il y a un espace législatif qui encadre, bien évidemment, et c'est important. Mais derrière, c'est surtout un discours un peu aussi de fuite en avant. Donc je cite Thierry Breton, qui est le président de la Commission européenne, qui présente l'IA Act comme une opportunité pour les chercheurs et les entreprises européennes, finalement, de gagner la course de l'IA. Donc encore une fois, il y a le même discours de course, de performance. Et donc là, c'est vraiment la régulation au service des acteurs de l'IA pour qu'ils aillent plus loin, plus vite. On vous assure que on va récolter les fruits de ce déploiement massif de l'IA dans les années à venir. Et du coup, ce serait dangereux de ne pas y aller et de ne pas y croire. Donc il y a une forme de croyance aussi très forte. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que la régulation, en fait, est au final ce fameux leurre qui, en gros, vient encore plus légitimer un déploiement massif et malheureusement ne permet pas un espace critique potentiellement nécessaire au vu des controverses existantes et sur lesquelles on a déjà énormément de recherches et sur lesquelles on pourra avancer. Ok, merci. Donc, on voit bien que l'intelligence artificielle, c'est inévitable. On doit y aller. Maintenant, comment la rendre utile, éthique pour notre société et puis pour nos différents métiers au quotidien ? La question, c'est peut-être de se dire comment on dézoome et comment on se dit qu'ok, le numérique ne va pas disparaître. Ce serait une hérésie de penser une société sans numérique, malgré les enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Mais par contre, on peut penser à un numérique utile en se disant quels sont les cas d'usage spécifiques qui nous permettent d'accompagner le collectif dans une transition qui va être juste et démocratique. Et peut-être que penser à un numérique utile, c'est accepter de dénumériser certains pans
entiers de notre quotidien au profit du bien collectif. Donc c'est peut-être avoir un numérique qui est à différentes échelles entre le high-tech, le low-tech et le no-tech, et essayer de questionner qu'est-ce que ça veut dire en termes d'usage, en termes d'expérience et d'un point de vue un peu plus anthropologique et design, quelles sont les interfaces que l'on doit penser et comment on doit amener l'utilisateur à s'acculturer à une nouvelle manière de faire société, non pas en opposition à l'IA générative, mais en complémentarité de manières de faire société qui ont du sens pour les autres et pour le vivant. Ok, très intéressant. Du coup, on a beaucoup parlé de régulation, de l'éthique de l'IA, de comment faire culture autour de cette nouvelle technologie. Quels sont les impacts environnementaux qui sont déjà mesurables aujourd'hui et vers quoi est-ce qu'on va ? Rien de nouveau sous le soleil, c'est les mêmes impacts que nos usages numériques classiques avec par contre un recours à la matérialité encore plus élevé que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc une mobilisation de serveurs plus importante, une consommation du coup induite en termes d'énergie et en termes d'eau qui pose déjà problème. Mais au-delà des aspects environnementaux, il y a un vrai sujet plutôt social avec la dépendance finalement de l'industrie de l'IA aux petites mains numériques qui ont été mises en lumière notamment avec des sujets de régulation des plateformes, enfin de modération des plateformes et du contenu des plateformes qui aujourd'hui en fait sont des mains ouvrières qui ont en charge d'entraîner les IA ou de labelliser les contenus qui entraînent les IA et sans lesquels en fait les algorithmes d'intelligence artificielle ne peuvent pas être performants puisqu'ils dépendent en grande partie de bases de données de qualité. Et donc on trouve en fait une dynamique qui est semblable en fait au final à d'autres industries, une dynamique d'industrie mondialisée qui dépend de travailleurs sous-payés dans des conditions de travail difficiles, donc avec des droits qui sont différents des nôtres. Et donc il faut avoir cette vision systémique de l'IA, à la fois sur les enjeux environnementaux, mais aussi sur les aspects plutôt sociétaux. Très intéressant. On a dressé ici un constat de toutes les limites qu'on peut avoir avec l'IA, sans non plus oublier toutes les opportunités. Je vais te laisser le mot de la fin, Fanny. Si on doit prendre des bonnes résolutions pour cette année 2024 concernant l'intelligence artificielle, quelles seraient les bonnes résolutions à prendre dès maintenant ? Les bonnes résolutions, c'est de se dire, est-ce que l'utilisation d'une IA générative apporte quelque chose de vraiment positif ? Est-ce que c'est pas une illusion ? Est-ce que je perds pas plus de temps ? Est-ce que l'empreinte sociale et écologique de mon action n'est pas contre-intuitive par rapport aux objectifs que je vais me fixer ? Ça, c'est vraiment le premier élément. Et le deuxième élément, c'est d'avoir une réflexion un petit peu plus globale en se disant, si je m'inscris dans une perspective de numérique utile, à quel endroit de mon quotidien ou de mon activité professionnelle je vais pouvoir intégrer et penser des nouvelles manières de faire et peut-être avoir une vision très globale en se disant si là j'intègre une nouvelle manière de faire, je vais peut-être accepter de dénumériser certaines pratiques au profit du lien social, au profit d'une nouvelle manière de faire société. C'est déjà ces petits pas qui participent à nous acculturer à une nouvelle manière de faire et à réactiver le bon sens autour de l'esprit critique vis-à-vis de l'IA générative. Merci beaucoup pour cette conclusion très positive et inspirante. C'est terminé pour ce premier épisode du triptyque Interview croisée sur l'intelligence artificielle et on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Merci.